Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission proposée par Elsan. Aujourd'hui, nous aborderons la thématique de la nutrition avec un focus sur l'obésité. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Françoise Lévita. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis médecin généraliste formée à la médecine de l'obésité, au diabète, à l'éducation thérapeutique. Je suis responsable de l'hôpital de jour, la clinique Saint-François à Châteauroux. On va en parler plus en détail au cours de l'émission. Céline Barlourdet est avec nous aujourd'hui. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, donc je suis Céline Barlourdet, je suis la diététicienne de la clinique Saint-François. Donc je travaille en hôpital de jour, mais aussi dans les autres services. Eh ben, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui à la clinique Saint-François. Peut-être est-ce que vous avez un mot à nous dire sur cette clinique, docteur? Oui, donc c'est une clinique essentiellement chirurgicale en fait, qui a une centaine de lits et notre hôpital de jour pour l'obésité, le diabète. Merci, docteur, pour votre réponse. Conformément à la charte ELSA, nous ne parlerons ni de traitement, ni de médicaments dans cette émission. Céline, ma première question, peut-être quelle est la différence entre nutritionniste et diététicienne? Alors, une diététicienne est forcément nutritionniste, D'accord. qu'un nutritionniste n'est pas forcément ni diététicien ni médecin. Voilà, nutritionniste à lui seul ne veut rien dire, légalement ce n'est pas un terme reconnu. Très bien. Et alors, les patients, est-ce qu'ils reçoivent tous la même prise en charge? J'imagine que c'est différent en fonction des pathologies, mais voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un process peut-être pour les patients quand ils arrivent à la clinique? Il y a un parcours, on a un parcours médical pour les gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas être opérés d'une chirurgie bariatrique. Un parcours de préparation à la chirurgie bariatrique et nous suivons les gens en post-opératoire. C'est vraiment personnalisé et voilà, on peut proposer en plus des renforcements, un parcours de renforcement pour les patients qui nécessitent un accompagnement plus spécifique au niveau nutritionnel ou au niveau psychologique. Voilà. D'accord, donc oui, c'est très personnalisé en fonction du patient. Les besoins du patient, oui. Docteur, qu'est-ce que l'IMC? L'indice de masse corporelle, donc c'est le poids divisé par la taille au carré, c'est-à-dire taille fois taille. Donc le poids en kilos, la taille en mètres. Et donc en fait, c'est un chiffre de kilos par mètre carré. Et donc l'obésité commence à un IMC à 30. Et alors, comment ça se passe quand vous avez un patient qui a une IMC à 30 ou plus? Qu'est-ce que vous lui recommandez? Comment ça se passe? C'est d'abord un bilan éducatif avec le patient, c'est-à-dire on fait l'histoire de son poids, on essaie de comprendre avec lui ce qu'on appelle les déterminants de la prise de poids. C'est tous les facteurs de vie en général qui ont pu favoriser, l'obésité étant une maladie multifactorielle. Il y a énormément de facteurs psychologiques et l'obésité se traite déjà par là. Il faut commencer avec par le côté psy. Il faut dénouer, il faut détricoter un petit peu l'histoire du poids et puis voilà, essayer de voir un petit peu les souffrances à l'origine, les souffrances conséquences aussi de l'obésité. Essayer de comprendre le patient dans son fonctionnement et en fait c'est aux professionnels de s'adapter au patient. Donc les recommandations sont adaptées à sa propre vie, à son propre vécu en fait. Est-ce qu'on sait la différence, vous allez nous dire, entre surpoids et obésité? Quelle est cette différence? Peut-être Céline. C'est par rapport à la classification, par rapport à l'IMC justement. Ouais. Le surpoids commence à un IMC à 25 et à partir de 30, la personne rentre en état d'obésité. Et alors, quels sont les facteurs qui déterminent une prise de poids? On en a un peu parlé, c'est des facteurs psychologiques, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent? Il y a des facteurs psychologiques parce que le stress nous fait fabriquer des hormones de stress, notamment le cortisol. Donc ça commence par là. Donc dans l'histoire de vie, on retrouve souvent des épisodes traumatisants, voilà, psychologiquement. Après, il y a effectivement le manque d'activité physique, les alimentations en dehors des repas. Il y a l'alimentation peut-être trop riche en aliments à haute densité énergétique. Et puis, il peut y avoir un arrêt du tabac, des problèmes endocriniens. Enfin, oui, il y a plusieurs facteurs. Un sommeil aussi insuffisant ou un petit peu haché peut perturber nos hormones de faim et de satiété. Donc c'est aussi un facteur important. Et puis l'effet yo-yo des régimes. Et le premier facteur de prise de poids, ce sont les régimes. C'était ma prochaine question. Voilà, qui font physiologiquement, après un régime trop restrictif, on va perdre beaucoup de masse maigre, le métabolisme de base va donc s'abaisser, c'est-à-dire que les calories qu'on va brûler au repos
vont baisser. Et quand on reprend une alimentation normale, on va stocker un excédent d'énergie, en fait, parce qu'on a perdu sa masse maigre, sa masse musculaire, etc. Donc c'est très difficile après de remonter. On reprend plus de poids qu'on a perdu. Alors, les régimes ne sont pas forcément efficaces, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Ils sont efficaces dans 0,1% des cas. D'accord. Vous avez déduit que 99,9% sont des échecs et des facteurs de prise de poids. Alors c'est efficace sur le moment. Voilà, ce qu'on appelle régime. À court terme. Évidemment, pour obtenir une perte de poids, il faut une alimentation moins calorique que ce qu'il y a forcément. Mais c'est en général en gommant un peu les excès qui ne sont pas nécessaires au corps et en bougeant davantage. En perdant en douceur, on ne perd pas sa masse maigre et on arrive à perdre doucement mais sûrement dans le temps. Doucement, mais sûrement. Est-ce qu'on peut guérir de l'obésité, docteur? On peut, mais c'est au prix d'un accompagnement, enfin au prix d'efforts toute la vie et d'un accompagnement. C'est pour ça qu'il est nécessaire de suivre les patients toute leur vie. C'est une maladie qui est un peu chronique, donc voilà. Mais on peut être en rémission, oui, bien sûr, toute sa vie. Donc le traitement de l'obésité, pour vous, c'est l'accompagnement? C'est le patient lui-même, mais accompagné. Voilà. C'est héréditaire? Par exemple, Céline, est-ce que c'est héréditaire? Alors, il y a une faible part d'hérédité génétique. En revanche, il y a de l'hérédité souvent sur la transmission de l'alimentation, de l'activité physique, du mode de vie en général. Voilà. C'est-à-dire qu'on transmet de génération en génération de bonnes petites recettes. Oui, il y a également une prédisposition génétique à prendre plus facilement du poids ou en perdre plus difficilement. Ça, c'est vrai. Il y a eu des études là-dessus qui montrent qu'effectivement, il y a des familles comme ça ils sont tous très maigres, et, voilà, constitutionnellement, en fait, indépendamment de leur alimentation. Puis au contraire, des gens qui sont un peu programmés pour être en surpoids. Qu'entend-on par éducation thérapeutique, docteur? Alors, l'éducation thérapeutique, c'est un accompagnement du patient pour lui donner un petit peu les atouts, justement, pour le rendre acteur, en fait, de sa maladie, de ses problèmes, pour l'autonomiser, en fait. Donc, c'est vraiment un accompagnement, on peut appeler ça un peu coaching, mais c'est une écoute, d'abord et avant tout, du patient, en fait. C'est centré sur lui. C'est centré sur le patient. Centré sur le patient. Si on dit bien manger, qu'est-ce que ça signifie, Céline? Alors bien manger, c'est manger équilibré, c'est-à-dire que c'est apporter une variété. Effectivement, il y a aussi une question de quantité adaptée à nos besoins et également la notion de plaisir qu'on oublie souvent, mais qui est, à la différence des régimes, justement, voilà, qui est plus bénéfique pour le patient. Quelles sont vos recommandations pour bien manger? Les recommandations pour bien manger, c'est les recommandations du plan national nutrition santé, donc des fruits et des légumes tous les jours, variés, pas toujours les mêmes. Voilà. Alors on recommande maintenant des fruits à coque, une petite poignée tous les jours, notamment noix, noisettes, amandes, voilà, parce que c'est bourré de vitamines, de magnésium, d'antioxydants, c'est excellent pour la santé. Les légumineuses qu'on oublie un petit peu trop souvent. Et les produits plus riches en fibres, type le pain complet, des céréales plus complètes également. Le poisson 2 fois par semaine, 1 fois du maigre, 1 fois du gras. Oui. Les féculents qu'il ne faut pas oublier à chaque repas, les produits laitiers, au moins 2 par jour. Et puis la limitation quand même des apports protéinés qui sont quand même très conséquents en France à l'heure actuelle. Donc, d'accord, donc tout plein de recommandations. Aliments transformés, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vous parle? Oui. J'imagine, alors dites-nous. Ce sont des aliments qui ont subi plusieurs transformations, plusieurs processus de transformation au niveau industriel. Donc on se retrouve avec une liste d'ingrédients qu'on n'aurait pas à la maison dedans. Ça va être des exhausteurs de goût, des agents de texture, des colorants, des conservateurs, et puis beaucoup de sucre, beaucoup de sel, beaucoup de gras, qui ne sont pas forcément de bonne qualité parce que ce sont celles de bonne qualité sont celles qui coûtent le plus cher. Donc on se retrouve avec des plats préparés, des aliments, on va dire, de snacking, des aliments un peu riches en graisse et en sel, ou riches en sucre et en graisse, et
Qui ne sont pas forcément recommandés. Qui vont fragiliser la santé dans tous les cas. Mmh. Sur le long terme, et puis qui ne valent pas gustativement de bons plats maison. Oui, c'est sûr. C'est vrai que les recommandations, elles vont surtout être axées là-dessus, sur vraiment limiter les graisses saturées. Déjà, ne serait-ce que la viande, les recommandations actuelles, la viande rouge, c'est 500 grammes maximum par semaine. La charcuterie aussi, il faut limiter. Et puis alors surtout, je mets en garde, et ça souvent on retrouve chez nos patients une consommation de sucre qui est complètement quotidienne et qui ne devrait pas être quotidienne, et notamment dans les boissons sucrées, dont les jus de fruits, qui sont des faux amis. Là, je mets en garde parce que en fait, le sucre, c'est un boucheur d'artères, et en plus, ça donne une atteinte du foie qu'on appelle la stéatose, qui peut aboutir à des cirrhoses métaboliques. Ces cirrhoses métaboliques sont en voie de dépasser des cirrhoses alcooliques quand même en France. Donc, oui, d'accord. C'est une bombe qui retardement. couvre, retardement. Oui, donc en effet. Oui. Et de quel apport le corps a-t-il besoin pour fonctionner correctement ? Il a besoin de tous les nutriments essentiels, de protéines, de lipides, de glucides. C'est pas parce qu'on fait la chasse au sucre et au gras qu'il faut tous les supprimer. Le corps aussi en a besoin, mais de meilleure qualité possible. Et puis après, le corps a besoin également de sels minéraux, de vitamines, de fibres, d'un apport hydrique adapté également. Et du coup, c'est ça qui va permettre de couvrir tous les besoins nutritionnels du corps. Et puis, bien sûr, après, il y a une question de quantité qui va intervenir également pour que ce soit adapté à chaque personne. Voilà, et les quantités sont celles que notre corps réclame, c'est-à-dire qu'il faut respecter sa faim et surtout manger lentement, en fait, pour avoir son hormone de satiété là, qui intervient au bout de 20-30 minutes de repas. Voilà, et si on respecte ces sensations-là, déjà, on peut complètement stabiliser son poids. Alors, comment se faire plaisir tout en mangeant sainement, docteur ? On peut se faire plaisir, heureusement. Donc, une alimentation saine peut être et doit être à tout prix plaisir et gustative. Quand on va au restaurant, je pense que on mange des bonnes choses dans tous les sens du terme. Et c'est vrai qu'on a un petit peu trop tendance dans notre société à opposer ce qu'il y a dans notre assiette et le plaisir qu'on va rechercher dans les cochonneries, entre guillemets, les choses grasses, sucrées, salées, qui passent une fois de temps en temps. Il faut juste qu'elles ne soient pas quotidiennes. Oui, voilà. Mais l'idée, c'est quand même de réapprendre avec des bons produits de base. Je crois qu'en France, on a quand même accès à des choses très variées. Qualitatives. Et de bons produits de nos campagnes qu'on met dans l'assiette. C'est parfait. Et au cours du parcours, on leur apprend également du coup à manger en pleine conscience, à apprécier pleinement les aliments et à retirer aussi le côté culpabilisant du plaisir, parce que c'est souvent des patients qui n'osent plus s'accorder du plaisir, et qui du coup se frustrent et du coup qui vont finalement générer des grignotages par la suite, tellement la frustration est importante. Donc le but, c'est de les réconcilier avec cette prise alimentaire-là, et pour que ils aient vraiment la pleine saveur des choses qu'ils consomment, mais en dosant, en apprenant à doser finalement par l'écoute de leur corps. Est-ce qu'il y a des aliments à bannir ? Non, surtout pas. Non. Il est interdit d'interdire. C'est les 68 chez nous. Il est interdit d'interdire. Régime, dans ce cas-là. Et alors, les habitudes peut-être à mettre en place, si on devait les lister, quelles seraient-elles ? Une bonne activité physique, mais on part de quelque chose de simple. Une marche d'une demi-heure tous les jours, c'est déjà excellent. C'est ce qu'on doit tous faire. En fait, les recommandations, c'est ce qu'on doit tous faire pour rester en bonne santé. Oui. Donc, il y a ça, manger varié, faire au moins 3 repas par jour, si possible. Les excès, entre guillemets, 1-2 fois par semaine maximum. Prendre plaisir, surtout le repas dans de bonnes conditions, conviviaux. Oui. Prendre le temps de manger ou en famille, ou avec son conjoint, ou avec des proches, sans qu'il y ait de télé, de téléphone, d'ordinateur, d'écran. Il faut reconsacrer au repas toute sa valeur. Et ça fonctionne comme ça. Et juste apprécier finalement. Et tout à fait. Reprendre peut-être
peut-être ce côté un peu Et sacré. se respecter, respecter son corps et se respecter aussi. Ouais. avant tout. Voilà, faut qu'on revienne. On est dans une société où tout doit aller vite et on sacrifie des choses essentielles comme le sommeil et l'alimentation. Comment interpréter les calories présentées sur les étiquettes des produits? Ouais, Ouais. Vas-y. Dites-nous. les calories toutes seules ne veulent rien dire en fait. Hein, les calories sont juste là pour apporter l'énergie au fonctionnement du corps. Mais après, voilà, les calories sur un produit purement ne veulent rien dire. Ça dépend quel nutriment m'apporte ces calories. Hein, on pourrait très bien avoir un produit qui m'apporte 900 calories. Si c'est composé que de graisse saturée, voilà, ce sera plus délétère pour la santé qu'un produit qui va apporter des nutriments plus essentiels, des protéines, voilà, des lipides, des glucides, mais plus complexes par exemple, des fibres, etc. Qu'est-ce que vous pensez des régimes véganes, végétariens? Alors, les régimes végétariens peuvent entraîner des carences, notamment en vitamine B12, puisqu'elle est présente dans la viande, dans certaines protéines, qu'on n'aura plus dans les protéines, enfin dans les poissons, dans la viande, et qu'on ne va peut-être pas assez compenser avec des légumineuses. Voilà, et on a déjà naturellement, même en mangeant un petit peu tout, des carences parce qu'on a une alimentation appauvrie en vitamines et en minéraux, notamment les légumes verts par exemple qui ne contiennent plus assez de vitamine B9. Voilà, donc il y a beaucoup de carences déjà de base. Ça peut aggraver, donc il faut vraiment surveiller ce genre d'alimentation avec des bilans nutritionnels réguliers. Et puis pour l'alimentation végane, hein, qui est beaucoup plus stricte qu'une alimentation végétarienne, là effectivement c'est beaucoup plus compliqué pour couvrir les besoins nutritionnels, hein, notamment vitaminiques, voilà, et en calcium également, puisque c'est des patients qui vont retirer également les produits laitiers. Et du coup, effectivement, là, ça va être plus difficile de couvrir, puisque le calcium des produits laitiers est le mieux métabolisé par l'organisme. Comment vous faites pour soigner ces sources de carences? Alors, pour les personnes végétariennes et véganes, ou Oui, pour les par personnes exemple, qui sont carencées autres? Pour les personnes véganes. Alors, pour les personnes véganes, malheureusement, après, ça va être de la supplémentation vitaminique, voilà, directement, parce que voilà, les patients ne seront pas forcément enclins à changer leur alimentation pour autant. Donc, le but, c'est de les accompagner, voilà, avec leurs spécificités liées à l'alimentation et de couvrir leurs besoins. Voilà. Oui, essayer de compenser avec des conseils diététiques. Voilà. D'accord. Pour trouver d'autres maximum, sources, mais mais bon, il y aura des limites forcément avec il faudra des les sources comprimés en végétales. plus. Et pour les Qu'on ne autres, citera pas. Et pour les autres, oui, pardon. Or, pour les autres, on peut beaucoup plus facilement, effectivement, pallier ces carences, voilà, en enrichissant tout simplement l'alimentation via des aliments qui sont riches en ces vitamines, ces minéraux. Voilà, c'est ce qu'on fait déjà avec, pour les carences en vitamine B1, en vitamine B9 notamment, effectivement, où on favorise justement les fruits et légumes, les céréales complètes, les fruits oléagineux notamment. Voilà, pour le zinc, c'est pareil. Avec C+, la B12 aussi sur viande, poisson, œufs, etc. et les légumineuses. Parfait, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Avant de conclure, si vous aviez un conseil à donner aux patients, quel serait-il? Docteur, je vous laisse vous adresser à la caméra et nous donner votre conseil. Voilà, moi ce que je conseille, c'est de prendre vraiment plaisir à bouger, à bien manger et de partager ce plaisir avec ses amis, sa famille, de reprendre le goût et surtout de se déculpabiliser puisque l'obésité, c'est plein de facteurs qui se sont enchaînés et donc ce n'est pas de sa faute si on a pris du poids. Et en tout cas, il faut se faire aider et accompagner. Merci beaucoup, docteur. Céline, votre message, n'hésitez pas. Quel conseil vous donneriez? Moi, je leur conseillerais de s'éclater les papilles, surtout en se respectant soi-même et en respectant ses sensations alimentaires et corporelles. Voilà, l'alimentation est un ensemble de choses, l'activité physique également, et c'est en reliant la totalité, l'esprit et le corps qu'on arrive à avancer et à aller plus loin. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci de nous avoir reçus ici à la clinique Saint-François à Châteauroux. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette émission. À très bientôt sur la communauté Elsan.